Bon, on est ici aujourd'hui pour échanger avec le ministre Champagne pour la situation face aux tarifs. Ici, dans la salle, vous avez environ 70 présidents, présidentes, représentants, dizaines de milliers de travailleurs métallos au Québec, un peu partout, que ce soit sur la Côte-Nord, à Fermont, Chibougamau, Chapais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce, l'Estrie, la Montérégie, toutes des entreprises qui risquent d'être affectées par les tarifs. Donc, on est venu échanger aujourd'hui avec le ministre Champagne, qui a toujours une bonne écoute avec les métallos, une bonne communication. Donc, ce qu'on demande aussi, c'est de faire un front uni. On a entendu plusieurs présidentes qui sont intervenus, de faire vraiment un front uni, comme en négociation. On est habitué en négociation de convention collective, les métallos, de se rallier derrière un comité de négociation. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est ce qu'on demande aussi aux différents paliers, que ce soit provinciaux, les oppositions officielles. Ce qu'on sent présentement un peu, c'est de l'opportunisme politique. Moi, j'appelle ça tirer dans chaloupe. On a plusieurs leaders politiques qui, présentement, on dirait qu'ils ne pensent pas aux travailleurs puis aux travailleuses, puis à nos économies, puis à nos communautés. On pense qu'il y a des dirigeants politiques qui pensent aux prochaines élections. Donc, ce qu'on demande, c'est de dire, ralliez-vous vraiment. On l'a vécu en 2018 avec le gouvernement. On s'était ralliés pour faire front commun face aux tarifs. Donc, c'est le message qu'on a un peu à lancer aujourd'hui. Plein de belles opportunités qu'on a, entre autres, par rapport à augmenter la productivité de nos usines. On sait qu'il y a plusieurs employeurs qui vont demander certaines subventions pour faire face aux tarifs. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est pas juste de venir saupoudrer de l'argent comme ça, c'est de penser à demain, comment on se relève de cette crise-là, comment on va être plus fort. Donc, comment nos entreprises québécoises, on est capable vraiment de passer la crise et de sortir gagnant. Les questions d'assurance-emploi aussi qui a été discutées, c'est important. De prévoir la prochaine crise qui s'en vient. Donc, on est vraiment content de la rencontre qu'on a eue ici aujourd'hui. Écoutez, je veux dire merci à M. Lemieux. Le message est simple. Hein? Quand on est unis, on est plus fort. Puis la force du Québec, c'est ces gens-là derrière moi. C'est pas nous, c'est la force collective d'avoir un message clair, d'un message fort, de se tenir debout face à l'adversité. Moi, je veux remercier Dominique parce que, honnêtement, ce matin, vous l'avez peut-être constaté, mais on avait aussi nos collègues américains qui étaient avec nous. On avait le président international des métallos qui étaient avec nous. Alors, c'est quand même quelque chose. On avait le président canadien. Et ça, pour moi, ça envoie un message fort parce que nous, on peut faire notre part, puis on va le faire, notre part. Mais d'avoir la voix la plus forte, c'est les travailleurs, les travailleuses. Vous savez, en démocratie, c'est une personne, un vote. Alors, cette façon-là de faire, de dire on est unis, on va se tenir debout, on est capable de faire face. On l'a déjà fait, puis moi, je remercie les travailleurs, les travailleuses parce que, d'abord, on a eu des échanges très constructifs, des idées qui ont été amenées, comme Dominique parlait, on a parlé de l'assurance-emploi. On a parlé aussi de trois choses. D'abord, l'accord de libre-échange pan-canadien. Il est temps qu'on le fasse. Et je pense que ça va venir des citoyens et des citoyennes. Moi, je sens que le fruit est mûr. T'sais, on entend ça souvent. Si ça fait des années qu'on en parle, il faut le faire. Moi, j'ai dit, on vit un grand réveil collectif. Là. Le grand réveil collectif, c'est de dire qu'il faut se prendre en main. Moi, je passe pas par quatre chemins. Je dis oui, il va y avoir de la turbulence à court terme, mais je suis confiant pour l'avenir. Parce que de ça, je pense qu'on va sortir plus fort, plus unis, plus résilients, comme on l'a toujours fait. Vous savez, c'est un moment comme un peu en 1945, quand CDA a rebâti le Canada moderne. On a bâti des écluses, on s'est mis à faire des navires, on a bâti des avions, on a bâti le Québec, le Canada moderne. Puis nous, on a beaucoup. Vous savez, la force du Québec, c'est d'abord nos employés, c'est nos travailleurs. Moi, je dis quand les règles du jeu sont claires, on gagne. L'avez-vous au hockey? C'est pas compliqué. Quand c'est clair, on gagne. Et là, on commence avec nos travailleurs. Ensuite de ça, on a des industries fortes dans l'acier, dans l'aluminium, dans l'automobile, parce qu'on a fait rentrer le Québec dans l'automobile, dans l'aérospatial, dans les ressources naturelles. On a ce qu'il faut. On est un pays fort, pays du G7, pays de l'OTAN. Ensuite de ça, on est minéraux critiques. Puis moi, je disais, minéraux critiques, c'est un peu comme le pétrole au 20e siècle. On en a besoin pour les semi-conducteurs, pour les batteries. On a l'énergie renouvelable. Tu sais, les gens me parlaient tantôt. Moi, je disais, c'est sûr qu'on passe une période de turbulence, mais l'enjeu de la planète va continuer. L'enjeu du siècle, c'est les changements climatiques. Donc oui, nous, on a l'avantage que nos industries sont décarbonées. Pourquoi? Parce qu'on a la molécule verte au Québec. On est la première juridiction en Amérique du Nord à produire de l'énergie verte. Puis ensuite de ça, on est le seul pays du G7 avec un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Alors, ce qu'on constatait, c'est que pendant des années, on s'est fié au marché américain. C'est normal, la proximité, la grandeur du marché, le dollar canadien. Mais là, dans ce grand réveil-là, il faut avoir un accord de libre-échange. Il faut commencer à faire de l'achat local. Puis ça commence avec moi, avec M. Lemieux, puis tout le monde qui est ici, puis les familles qui nous écoutent. Le plus grand pouvoir, vous savez, c'est le pouvoir d'achat.
C'est nous collectivement puis individuellement qui font des décisions chaque fois qu'on va à l'épicerie, qu'on va à la pharmacie, qu'on achète un véhicule ou qu'on décide d'acheter une maison. Et ça, de l'achat local, c'est une chose. Ensuite de ça, dans les marchés publics, autant au niveau municipal, provincial, fédéral, c'est de favoriser nos entreprises canadiennes. Si c'est plus difficile pendant un bout de temps, bien, faisons travailler notre monde. Ça, c'est des gens qui représentent des centaines de milliers de travailleurs. Alors, on va faire travailler les gens de chez nous. Ensuite de ça, diversification économique, c'est-à-dire qu'on va regarder comment on peut rediversifier notre économie, comme on l'a fait en 1945, diversifier nos marchés d'exportation, parce que là, on va principalement vers les États-Unis. Au Québec, on est près de 80 T'sais, on sait que l'économie québécoise, c'est 98 de PME, donc on va les accompagner là-dedans. Puis peut-être qu'un jour, on peut décider de diversifier nos importations aussi, parce que je le dis, je le répète, mais vous savez, j'aime ça le dire à Washington, on est le plus gros client des Américains. On achète plus des Américains que la Chine, le Japon, la France et l'Angleterre. Donc, on a un pouvoir d'achat qui est fort individuellement et collectivement. Mais moi, je veux remercier les travailleurs parce qu'en 10 ans que je fais du service public, jamais j'ai senti le pays plus uni. Jamais j'ai senti tous les Canadiens unis, que ce soit au niveau autant des leaders politiques, syndicaux que les entreprises. Et moi, je pense que de cette période-là d'incertitude, de turbulence, on sera là, on va se tenir debout, on va se serrer les coudes, mais on va sortir plus fort. Unis, mais inquiets. Moi, je sens beaucoup d'inquiétude. Hier, on était avec le premier ministre Legault à la TUC. Donc, le président du groupe Rémabec qui a dit on va retenir le bois s'il le faut pendant 4-5 semaines. Ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui pourraient là, être mis à pied temporairement. Il y a de l'inquiétude par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que je sens pas la même ambiance que la semaine dernière quand on était devant la Chambre de commerce là, de la Mauricie où les entrepreneurs étaient plus galvanisés. Là, je vous dirais que l'ambiance est tout autre aujourd'hui. Bien, c'est sûr que l'incertitude, c'est le pire poison pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat, pour les fournisseurs, parce que dans l'incertitude, on est tous des consommateurs, consommatrices. Quand c'est incertain, on ne va pas nécessairement acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture. On va se poser des questions sur l'avenir. Notre rôle, puis ma mission que nous, on se bat tous les jours, c'est d'établir des règles du jeu. Hein? Puis quand on est avec un mouvement syndical, les gens comprennent. Ce qu'on veut, c'est de retourner dans un processus qu'on a eu la dernière fois, c'est-à-dire quand on négociait l'accord de libre-échange. La grande différence à l'époque, c'est qu'il y avait une table de négociation, il y avait des négociateurs, il y avait des demandes de part et d'autre. Là, on est dans un autre monde. Les règles du jeu ont changé, c'est-à-dire qu'on vit de proclamation en proclamation, et c'est pas seulement nous. Vous savez, dans quelques minutes, j'ai un appel avec nos collègues européens. Ils sont un peu dans cette même position-là. Alors, comprends l'incertitude. Moi, ce que je dis, j'essaie de rétablir les règles du jeu le plus rapidement possible. D'abord, suspendre les tarifs, éviter les tarifs, et sinon se préparer. Et c'est certain que dans le domaine du bois, c'est un domaine qui a vécu, j'allais dire, de crise en crise. Je les comprends particulièrement parce qu'on voit même à Rivière-au-Rat, vous avez parlé de Rémabec ou je pense que vous étiez chez John Lewis où le premier ministre du Québec était là. C'est normal que les gens soient inquiets. Alors nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se bat pour vous pour éviter les tarifs, montrer aux Américains, puis ce matin, c'est un bel exemple de solidarité parce que le mouvement syndical, c'est basé sur la solidarité. Les travailleurs d'ici puis les familles d'ici, c'est les mêmes. C'est très similaire à ce qui se passe aux États-Unis. Donc là, ce qu'on a fait ce matin, pour moi, c'est un exercice fort important, c'est qu'on a galvanisé nos collègues américains en disant « levez votre voix ». Il y en a qui ont commencé à le faire. Le PDG d'Alcoa l'a levé, le président de Ford l'a levé en disant « ça va amener du chaos et des coûts ». Donc, moi, je dis souvent, le mouvement syndical, dans une heure comme celle-là, aussi critique, le mouvement syndical prend toute son importance parce que la voix des travailleurs, des travailleuses va faire une différence aux États-Unis parce que vous avez toujours vu, à chaque fois qu'on parle de tarifs, les marchés financiers réagissent. Moi, je pense que ce qui va faire réagir aussi, c'est les travailleurs, les travailleuses. Si les gens commencent à dire qu'aux États-Unis, à cause qu'on est en train de défaire les chaînes d'approvisionnement, que ça coûte plus cher à l'épicerie, que l'essence coûte plus cher, que les véhicules automobiles coûtent plus cher, vous allez voir que les gens vont réagir. Alors, moi, je veux saluer le travail des métallos, entre autres, puis leurs collègues américains et canadiens, parce que là, on est plus unis que jamais, puis c'est comme ça qu'on va être capable de s'en sortir dans cette période-là. Est-ce que votre gouvernement s'engage à favoriser les produits canadiens dans la scie? Écoutez, je l'ai assez dit, j'espère que le monde écoute. Moi, je vous dis, je le répète, j'espère que le monde écoute la télé. Parce que je l'ai répété depuis des semaines. Puis c'est sûr que nous autres, on est en train de regarder les processus. Mais vous savez, c'est comme le grand réveil. Oui, il faut le faire au niveau gouvernemental, mais il faut que tout le monde le fasse aussi. J'ai parlé aux grands épiciers nationaux en disant, moi, je souhaite qu'on commence à identifier les produits québécois, les produits canadiens, parce qu'il faut aider les consommateurs aussi. T'sais. Je veux dire, il faut s'aider faut se donner les moyens de s'aider. J'ai dit, aidez-nous comme consommateurs à identifier ça, parce que moi, quand je parle aux familles de chez nous,
les gens, définitivement, veulent acheter local, veulent acheter québécois, veulent acheter canadien. Alors, nous, on va faire notre part. Mais moi, je veux un mouvement beaucoup plus grand que juste le gouvernement fédéral. Il faut que ce soit au niveau provincial, municipal, les différentes entreprises. Nous, comme consommateurs, comme consommatrices, qu'on dit d'abord et avant tout, on va essayer d'acheter chez nous. Monsieur Champagne, vous mentionniez tantôt, on tente toujours de suspendre les tarifs, mais on se prépare. À quel pourcentage vous estimez qu'il y a une chance la semaine prochaine, le 4 mars, qu'il n'y en ait pas de tarifs? J'ai pas de boule de cristal. Puis il y a une chose que j'ai appris à mon âge, c'est d'éviter les prédictions avec une administration qui... Vous savez, les choses bougent à une vitesse sans précédent. Vous le savez, vous devez couvrir les nouvelles qui viennent de Washington. Nous, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être sérieux, d'être préparé, de tenir la route, parce qu'on ne pourra pas réagir à chaque fois que le président émet un commentaire, parce qu'on l'a vu... moi, vous savez, j'étais ministre des Affaires étrangères durant la première présidence. On ne peut pas réagir à chaque fois. Nous, ce qu'on va faire, c'est sur la base des décrets qui sont signés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, on avait ce qu'on a appelé le tsar du fentanyl canadien. On avait des représentants de la GRC, on avait les gens du renseignement qui étaient là-bas. Puis honnêtement, ce qu'on leur a dit, on fait notre part. On a fait notre part. On a rappelé que le Canada n'est pas le problème. Le Canada fait partie de la solution. Nous aussi, moi, écoutez, j'aimerais mieux qu'il y ait zéro fentanyl dans les rues au Canada. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas d'immigration illégale. Mais pour y arriver, il faut le faire ensemble. Il faut utiliser le renseignement, il faut avoir ce Joint Strike Force qu'on a avec le FBI américain. Puis nous, on est prêt à faire notre part. Alors, on dit, les tarifs, c'est pas la solution. La solution, c'est de travailler ensemble parce que la frontière, il faut la protéger des deux côtés. Nous, on va faire notre part. On a des Black Hawks maintenant qui surveillent. On a mis les corps de police en alerte. Tout le monde fait sa part. Alors, le président a toujours identifié des tarifs en fonction de la frontière, fentanyl et l'immigration illégale. Moi, je pense que cette semaine, on a réitéré aux gens de la Sécurité nationale tout ce qu'on a fait, parce que, vous savez, il faut le répéter souvent pour avoir toute l'attention. Puis on espère que ce message-là va se rendre, évidemment, jusqu'au président. Monsieur Lemieux, parlez de l'inquiétude, justement, de vos travailleurs à ce stade-ci, alors que ça devrait arriver le 4 mars, ces tarifs-là. Là. Est-ce que, justement, concrètement, oui, de l'aide aux industries là, pour innover, tout ça, améliorer la productivité, mais concrètement, pour les gens qui se trouvent dans la salle, qui représentent des milliers de personnes, comme vous disiez, est-ce que vous sentez que le gouvernement sera assez présent rapidement si ça arrive? Bien, clairement, c'est vraiment l'incertitude qui est dommageable présentement, autant pour nos entrepreneurs qu'on parle, oui, pour nos travailleurs, mais aux entreprises aussi, quand on leur parle, c'est l'incertitude. Tu sais, d'avoir des projets d'investissement présentement, quand que cette incertitude-là, c'est très difficile. Il va vanter fort, ça, on s'en cache pas, il va y avoir des pertes d'emploi. On peut pas dire qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, mais on a vraiment une communication constante avec le gouvernement, comme on l'a fait en 2018. Donc, on s'attend à ce que ça continue comme ça. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs une unité. On le voit des deux côtés de la frontière. Notre syndicat aux États-Unis, les United Steelworkers, on est très présent à l'IFL-CIO, qui est comme la FTQ américaine. Puis, on a eu une résolution unanime de l'ensemble des syndicats américains qui condamne les gestes de l'administration Trump et qui demande à ce qu'il n'y ait pas de tarif entre nos deux économies. Donc, c'est comme ça, je pense qu'on va passer au travers la crise en étant unis tous ensemble, puis de se rallier. Comme un comité de négo, quand on traverse des négociations de conventions collectives, il y a aussi de l'incertitude de nos membres, on ne se voit pas de cachette, mais la recette, elle fonctionne, c'est de se rallier derrière un comité de négociation, de faire confiance au comité de négociation qui, lui, après ça, va rendre compte. Donc, c'est vraiment ce qu'on demande à l'ensemble de la classe politique canadienne puis québécoise, de venir se rallier au comité de négociation. Puis vous sentez que les Américains peuvent faire la différence à ce stade-ci? Ah, clairement. J'étais aux États-Unis hier, avant-hier, justement, à parler avec des multinationales dans le secteur de l'acier, des mines, de l'aluminium. Puis on sent vraiment, on a vu Alcoa qui est sorti, on avait une rencontre avec Rio Tinto. On a demandé à Rio Tinto aussi, où il y avait des dirigeants australiens qui étaient là, de venir sortir public. Puis je pense que c'est la recette. À un moment donné, le gouvernement Trump lit aussi les revues de presse. Puis s'il voit qu'il y a de plus en plus de pression et de l'intérieur, mais aussi des grandes multinationales, je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui peut aider à faire entendre raison au gouvernement Trump. Dernière question, finalement. On n'a plus. Non. Ça va bien. La prédiction des tarifs qui pourraient ne pas arriver la semaine prochaine. Sure. Well, listen, one thing I've learned is not to speculate. I don't have a crystal ball. What I can say to our fellow Canadians is that we're doubling down on the message. Let's be honest, we had our folks in Washington all week. We had our fentanyl czar. We had the Minister of Public Safety, Minister of Immigration. We had folks from the RCMP, our intelligence agencies, meeting with the national security team in Washington.
And, telling them that, we're happy to do our part. We want to protect the border. We want to stop fentanyl. I don't want to see any fentanyl in our streets. We don't want to see any illegal immigration. So we're very aligned in what we want to do. President Trump has always been clear that the tariff is linked to the border and fentanyl and illegal immigration. And the message is that, we've done our part. We've invested. We have Blackhawks flying. We have a joint strike force with the FBI. We have dismantled a number of these labs. You may have seen yesterday, I saw the images from the RCMP. We have, we're doubling down like never before. But we're doing that for us, not for them. Let's be clear, because we want to defeat organized crime. We want to make sure our streets are safe. And I hope that the message that has been conveyed by our folks is going to get to the president so that, he would be informed of everything that we've done as Canada. And we've always said, and the unions have said it, this is a moment today. You have the United Steelworkers, the president in Pittsburgh, folks in Toronto, which represent the national union, folks here in Quebec. I mean, the message could not be clearer. We're united. We're united. We're going to have a strong message. We're going to fight for our workers. We're going to fight for our communities. We're going to fight for our industry. And at the end of the day, we are stronger together with our American colleagues. And if you want to protect America, you have to work with Canada. That's the message. Merci tout le monde.